J'ai récemment fait une vidéo dans laquelle je corrigeais la prononciation anglaise du président français Emmanuel Macron. Et l'un des commentaires qui revient le plus souvent dans les extraits de cette vidéo, c'est le suivant. C'est un Français, il fait l'effort de parler une langue étrangère, ça suffit, il n'est pas natif donc on n'a pas à corriger sa prononciation. Et honnêtement, je trouve ça étrange. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on en parle. Mais avant d'aller plus loin, il faut clarifier quelque chose d'essentiel. Ce type de contenu est strictement pédagogique. J'expliquais d'ailleurs dans une autre vidéo récente à quel point l'implication des émotions et des préférences politiques peut être contre-productive dans l'apprentissage des langues. Quand on analyse un modèle linguistique, quel qu'il soit, il faut rester neutre. Et c'est exactement ce que je fais. Je me limite exclusivement à la langue. L'analyse de l'expression orale de personnalités publiques francophones est un concept que j'ai récemment développé et je le trouve particulièrement pertinent. Le cas du président Macron l'est d'autant plus parce qu'il représente d'une certaine manière un symbole fort de la francophonie. Ces illustrations sont selon moi beaucoup plus tangibles et efficaces que le simple fait d'enseigner un point de langue de manière abstraite sans contexte réel. Et puis, soyons honnêtes, la fonction de président de la République implique et prépare à essuyer toutes sortes de critiques. Donc, croyez-moi, ce type de vidéo ne lui enlèvera absolument rien. Bien au contraire, pour le grand intellectuel qu'il est, je suis même convaincu qu'il accueillerait volontiers des remarques constructives sur son anglais. Et je tiens à préciser quelque chose d'important. Dans l'introduction de la vidéo, je souligne clairement qu'il communique plutôt bien en anglais sur le fond. Mes remarques portent principalement sur la forme, et plus précisément sur la prononciation. Oui, ce sont des remarques puristes, mais l'enseignement, par définition, se doit d'être puriste. En ce qui concerne le président Emmanuel Macron, je pense que sur le fond, il n'y aura pas forcément assez de commentaires à faire. Son anglais est clair et assez compréhensible. Donc, même lorsque je fais des remarques sur la prononciation, l'objectif est de se rapprocher au maximum de ce qu'on pourrait considérer comme un modèle idéal, parfait de prononciation. Donc, la prononciation des natifs américains de préférence. Britanniques, oui, je vais essayer de m'adapter au contexte. Je pense qu'il s'exprime surtout avec un accent britannique. On va dire une prononciation surtout parce que l'accent c'est tout autre chose. On va pas revenir sur ça, mais il y a une différence entre l'accent et la prononciation. Donc, nous allons beaucoup plus nous axer sur la prononciation parce que c'est ce qui aide à se faire comprendre. Dans la plupart des cas, il se fait comprendre, il arrive à passer son message, mais souvent il peut avoir des erreurs graves. Donc, nous allons parler ici. Maintenant que le cadre est posé, parlons du vrai sujet. On entend souvent dire que lorsqu'on n'est pas natif et qu'on fait l'effort de parler une langue étrangère, l'essentiel est de communiquer, peu importe les erreurs. Et sur le principe, c'est vrai, ce n'est pas notre langue maternelle, donc il n'est pas impératif de parler exactement comme des natifs. En communication, l'objectif premier reste de se faire comprendre et de transmettre une idée. Mais jusqu'à quel point se fait-on comprendre en bricolant? Le problème commence lorsque la manière de s'exprimer crée de véritables bruits de communication ou des obstacles à la compréhension. Une prononciation erronée, un accent très difficile à comprendre et peu conventionnel, ou encore des fautes répétées de grammaire et de vocabulaire. Dans certains cas, quand ces éléments sont trop marqués, ils empêchent tout simplement la compréhension et font de certaines de vos phrases de véritables devinettes. En voici un exemple. It's great to be here, as the Financial Times would say. What? As a what? Let me check. Je n'ai pas bien saisi. Et c'est exactement comme ça que les natifs réagissent lorsque vous prononcez mal certains mots. It's great to be here, as the Financial Times would say. Et là, j'aimerais qu'on ne fasse pas d'amalgame. Il est tout à fait possible d'avoir une prononciation correcte avec un accent non natif. C'est une question d'effort, de travail et de rigueur. Voici quelques exemples. In a world where so much is driven by agendas, everything has to be fast, everything has to be rushed, everything happens at high speed, and under immense pressure, this space gives us a rare opportunity to pause and reflect, and a moment to remember why we do whatever we do. Of course, yeah, we grew up with a lot of shows like that. Like when I try to explain what show I used to watch, it's difficult because the titles are a little bit different. So we have that show with the guy who had superpower, you know, powers, and he was going very, very fast. Ce discours relativement laxiste en linguistique, qui consiste à excuser systématiquement les fautes de prononciation des non-natifs, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais je ne peux pas le promouvoir. Le rôle d'un enseignant est d'enseigner la langue telle qu'elle est, dans sa forme correcte. D'autant plus que je suis spécialisé dans l'expression orale en anglais, le speaking, le listening et la prononciation des natifs, plus précisément en anglais américain.
That's what I do. À ce titre, je ne peux ni défendre ni encourager l'idée selon laquelle tout se vaut en matière de prononciation. Lorsque j'utilise des modèles, notamment des personnalités publiques francophones, ce n'est pas pour les critiquer gratuitement, mais pour enseigner en contexte. Et bien entendu, parce que cela a aussi un impact en termes de portée et d'audience. Mais surtout, d'un point de vue pédagogique, la recherche est très claire. L'enseignement contextualisé est nettement plus efficace que l'enseignement purement théorique sans cas pratique. Et quand je le fais avec rigueur, I'm just doing my job exactly as required. Promouvoir un anglais correct aligné sur les standards natifs. Cela dit, soyons clairs sur une chose. Chaque apprenant reste libre de choisir son accent. Et je le précise d'ailleurs très clairement dans la même vidéo. Il faut souligner quelque chose de très important. Je pense que vous l'avez compris, mais il est quand même important de le souligner pour d'autres personnes qui ne l'auraient pas compris. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas que je vous propose la seule manière de prononcer les mots en anglais. Je vous propose ce que je conçois personnellement comme le meilleur modèle. Mais personne ne vous oblige à prononcer les mots en anglais comme les Américains le font. Alors, le plus important, c'est de prononcer les mots correctement, mais pas forcément exactement comme les Américains le font. Donc, il n'y a pas de souci si cela ne vous intéresse pas particulièrement, mais c'est toujours bon à savoir parce que je vous donne la connaissance, vous pouvez l'appliquer à votre speaking et parler comme des natifs. Ou si ça ne vous intéresse pas parce que ça demande quand même des efforts et du temps de pratique, vous pouvez juste vous limiter à vous familiariser avec ces notions, les connaître, les comprendre parce que ça va aussi vous aider au niveau du listening. Les liaisons, les intrusions, les ellipses, toutes les règles sur lesquelles on travaille, même si vous ne les appliquez pas parce que par choix personnel, vous ne ressentez pas le besoin d'améliorer votre accent, mais la prononciation, si elle est importante, ça peut toujours vous aider à mieux comprendre les natifs lorsqu'ils s'expriment. Mais en matière de prononciation, on ne peut pas se permettre de prononcer les mots n'importe comment. Il existe des conventions, il existe des règles. Oui, il y a une grande variété d'accents dans ce monde, mais les bases de la prononciation s'alignent sur deux standards principaux, l'anglais américain et l'anglais britannique. Lorsqu'on s'en éloigne excessivement, au point de produire une prononciation incohérente, on nuit à la clarté du message et on obstrue la communication. Et c'est ici que je vais me permettre une observation assez crue. Ce genre de réaction de certains francophones me donne parfois l'impression que nous n'avons pas développé une véritable culture de l'excellence, contrairement à d'autres communautés. J'ai le sentiment que ce besoin constant de justification dépasse largement la simple question linguistique. Nous avons malheureusement une culture de la plainte, de l'auto-justification et du contentement qui nous ralentit énormément. Pendant ce temps, les anglophones ont avancé avec humilité, autocritique et exigence jusqu'à s'imposer économiquement et linguistiquement. C'est ainsi que l'anglais est devenu la lingua franca. On peut avoir du mal à l'accepter, mais on ne peut pas l'ignorer. Pour changer les règles du jeu dans ce monde, il faut être une puissance mondiale du calibre des États-Unis ou de la Chine. Sinon, on s'adapte aux règles existantes, notamment celles de la communication, et on avance. Pour conclure, revenons à l'essentiel. Le vrai problème n'est pas l'accent, mais bien la prononciation. Personne ne vous oblige à avoir un accent natif. Et oui, même le mien ne l'est pas totalement, malgré toutes ces années de travail. En revanche, une mauvaise prononciation peut gravement nuire à la compréhension. Des erreurs de prononciation, nous en ferons tous en tant que non-natifs. Mais de grâce, ne les justifions pas. Apprenons de nos erreurs. Apprenons aussi des erreurs des autres, comme vous le voyez dans les extraits que je publie, et améliorons-nous. Ce type de vidéos dans lesquelles je corrige l'anglais de certaines personnalités francophones, je continuerai d'en faire. Et mon objectif reste clair, aider les apprenants, principalement francophones, à mieux se faire comprendre avec un anglais structuré, intelligible et conforme aux standards.